Bonjour, 8e salve de questions, toujours posée par Colline. Il existe de nombreux rôles masculins interprétés par les mezzos. Cela implique un vrai jeu d'acteur pour la démarche, par exemple, mais aussi un timbre de voix pas tout à fait identique à un rôle féminin. Est-ce plus difficile, plus amusant et c'est un challenge d'interpréter un rôle masculin? Aimes-tu particulièrement ce style de rôle? Alors, premièrement, est-ce qu'il est possible d'avoir des questions un peu plus courtes? Sinon, je vais désespérer ma fille à lire les questions. Donc, ce serait plus sympa d'avoir des questions un peu plus courtes, ou alors d'en mettre différentes. Mais donc, quelle est la différence entre un rôle masculin et un rôle féminin? Déjà, petit à petit, moi, j'ai appris en fait à essayer d'être un peu plus homogène. Parce que mon problème, c'est étant comédienne, je pense avant tout, j'avais tendance à trop changer, à trop faire de différence entre un rôle masculin et un rôle féminin. Parce que physiquement aussi, on change beaucoup, c'est vrai, moi dans ma posture corporelle, un garçon et une fille ne se tiennent pas de la même manière, donc j'observe beaucoup en fait déjà que ce soit un homme par exemple, en fonction aussi d'une certaine époque, les costumes nous impliquent une certaine posture et par exemple les corsets, voilà, chaque époque, les hommes aussi à un moment se tenaient très très droit, et puis d'autres beaucoup plus cool, beaucoup plus souples. Donc voilà, on ne bouge absolument pas de la même manière en fonction de l'époque, des costumes, etc. Et après, ça a une influence sur la voix. Ça en a une forcément parce que la psyché en fait du personnage va m'impliquer, je pense, une musicalité et une vocalité un peu différentes, mais qui sera en adéquation avec le personnage. Donc oui. Il y a parfois peu de temps entre deux spectacles, avec la plupart du temps des rôles très différents à interpréter. Tu dois donc travailler un personnage alors même que tu es sur scène avec un autre. Quelle est la difficulté? Comment s'adapter? Alors, effectivement, la difficulté c'est un peu le problème. C'est vrai qu'on a tendance à accepter en fait des nouveaux rôles, mais comme ça prend un certain temps de travail, on est obligé de les étudier alors qu'on est sur scène pour dans une autre œuvre. Donc, je pense que c'est une question d'énergie, beaucoup. C'est-à-dire, il est vrai que dans le processus, quand on est en train de répéter, par exemple, un rôle sur scène, c'est assez difficile, pour moi en tous les cas, de travailler un autre rôle, parce que moi, en répétition, je donne énormément, je cherche, on cherche, etc. Donc, ça me prend beaucoup d'énergie. Mais après, en fait, en général, je réussis à trouver du temps pour travailler l'autre rôle quand je suis en représentation. Parce que là, quand on est en représentation, on a la journée de libre, on a un jour off, d'ailleurs en général aussi entre les représentations. Donc là, j'ai normalement ce temps-là pour travailler un autre rôle. Mais parfois, il m'est arrivé de devoir travailler et là, ça demande quand même beaucoup d'énergie et bon, voilà, c'est pas idéal, mais parfois on n'a pas le choix. Et puis, bah, c'est un travail de mémoire. Après, c'est pas vraiment le rôle, moi, que je vais travailler. Puisque ça, j'essaye de faire confiance en me disant non, le temps de répétition sera là pour étudier, pour vraiment travailler le rôle. Mais moi, c'est de travailler la mémoire, la mémorisation du rôle, mais pas le rôle en tant que tel. Voilà. Merci, Colline. Comment définir le trio que forment le metteur en scène, le chef et le chanteur pour la création ou la reprise d'une œuvre? Alors là, on a raccourci aussi la question parce qu'elle était beaucoup plus longue, en accord avec Colline. Et donc, comment ça se passe? Je pense que déjà, par exemple, en général, parfois, ça dépend. C'est-à-dire que le premier jour, on peut démarrer par une musicale. C'est-à-dire que le chef d'orchestre est là et on va, avec piano, se mettre d'accord sur les intentions musicales, sur ce que veut l'un et l'autre, le chef et le chanteur, ce que le chanteur, lui, peut-être propose en tous les cas, et puis après on travaille. Donc cette première journée peut être une prise de contact entre le chef d'orchestre et le chanteur. Parfois, le chef d'orchestre n'est pas là, et donc on démarre directement la mise en scène. C'est parfois, je dirais, un peu plus compliqué en ce qui me concerne quand on ne connaît pas l'optique du chef d'orchestre. Et donc là, on va mettre en scène
en se disant à chaque fois, en laissant les portes ouvertes musicalement, au niveau de l'interprétation, etc. Bon, nous, le metteur en scène va nous amener des indications de personnages, de jeux, en espérant que le chef d'orchestre sera d'accord sur, voilà, sur ces notions, parfois le jeu, c'est-à-dire des laps de temps, que ce soit dans les récits, par exemple. Les récitatifs, on peut parfois prendre énormément de temps, parce qu'on peut prendre le temps d'exprimer, de jouer entre les silences. Le récit est un temps beaucoup plus libre dans l'interprétation. Donc là, par exemple, sur la Clémence de Titus à Barcelone, les récits étaient extrêmement étudiés, extrêmement détaillés, et donc on a travaillé ça énormément, ça prenait un temps fou, et le chef d'orchestre était là, d'ailleurs, assez souvent, mais il n'avait rien à faire, puisque là, il laisse faire, en fait, dans les récits. Par contre, après, dans les airs, c'est avec le chef d'orchestre, ils se mettent d'accord, mise en scène et chef d'orchestre, et à l'artiste, évidemment, le chanteur, pour trouver des accords par rapport à chaque vision qu'a, que ce soit le chef d'orchestre, le metteur en scène et le chanteur. Et on essaye de trouver, entre gens de bonne intelligence et de bonne volonté, et d'accorder nos trois violons, en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a aussi ce temps de répétition, c'est de chercher, se mettre d'accord, et que chacun puisse réunir ses idées. Merci Colline. As-tu encore un coach ou peut-être un ancien professeur pour te conseiller ou t'aider à préparer certains rôles? Alors, j'ai différentes personnes en fait qui ont jalonné un peu mon parcours d'apprentissage. Les dernières ont été peut-être les plus, je dirais pas les plus importantes parce que ce serait injuste pour toutes celles que j'ai eues et ceux que j'ai eus avant. Mais je pense que tout à coup, j'ai eu plus de maturité pour comprendre aussi peut-être ce qu'ils me donnaient, ce qu'ils m'ont appris. Et surtout, je crois que ce qui m'a enfin, en tous les cas, qui m'a énormément aidé, c'est la rencontre avec un orthophoniste, Bernard Roubaud, avec qui j'ai travaillé beaucoup parce que j'étais en difficulté grave, vocale, en fait à cause de nodules que j'avais attrapés par médicaments que j'avais pris pour l'asthme et que j'ai pris pendant 1 an et demi et qui a créé justement ces nodules parce que je travaillais aussi beaucoup. Et donc on a fait un travail de fond, on a tout reconstruit en fait avec lui, la voix parlée, le souffle, la voix chantée. Moi j'ai l'impression d'avoir tout repris à la base, mais avec la maturité de mes... J'avais quel âge après la trentaine, je pense qu'en tous les cas jusqu'à mes 35 ans. Et d'avoir vraiment commencé à appréhender, à apprendre, à gérer mon instrument dans sa globalité à partir de ce moment-là. Donc j'ai eu en même temps un peu Margit Honig, qui est à Amsterdam, qui était au conservatoire à Lyon, et que j'ai gardé pendant quelques années. Mais je dirais que maintenant, celui qui me suit toujours, c'est quand même plus simple, c'est qu'il est parisien, et donc c'est l'orthophoniste. Et avec qui je travaille d'ailleurs, il vient avec moi enseigner à Rennes, et je vais toujours faire des petits rappels avec lui et qu'on revoie un petit peu les petits équilibres et voilà, c'est important d'avoir une écoute extérieure. Sinon, on a des chefs de chant, pianistes, qui nous aident en fait en fonction des projets et qui, eux, sont parfois spécialisés sur tel style, voilà. Donc, je vais travailler avec un tel et un tel et un tel pour certains répertoires. Voilà. Une question assez récurrente, mais que certains se posent encore. Pourquoi dans certains opéras, les airs sont-ils roulés et pas dans d'autres? Oui, alors c'est vrai, on m'avait posé cette question assez souvent, entre autres pour Carmen. Alors, moi j'ai différentes options, c'est-à-dire que j'aime ne pas rouler pour la mélodie, par exemple avec piano, parce que c'est simple vocalement, enfin je veux dire, moi c'est ma langue, donc ne pas rouler ne me pose pas de problème. Par contre, à l'opéra, il est vrai que le air roulé est beaucoup plus facile pour la vocalité. Ça simplifie énormément, je veux dire, l'émission vocale. De plus, de rouler les airs est international. C'est-à-dire que quand on a des partenaires qui ne sont pas francophones, il est quasi impossible de leur demander le « r » qui est au fond de la gorge. Donc, comme je me considère appartenir à une équipe, je me dois
à ce qu'on fasse tous à peu près la même chose. Et c'est pas parce que je saurais, voilà, moi je veux bien ne pas rouler les R, mais si mon partenaire roule les R, ça va être un peu bizarre. Donc je préfère qu'on soit tous, qu'on fasse à peu près tous la même chose. Voilà, donc c'est un peu mon parti pris. Et il n'y a pas une question de modernité, puisque on roulait les R il n'y a pas si longtemps. Et encore, moi, dans ma campagne bretonne, il y a beaucoup de gens qui roulent les R. Donc, ça fait aussi partie de notre patrimoine français de rouler les R. Donc, il n'y a pas une manière de faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Chaque langue ayant son propre phrasé, le fait de chanter en français, italien, allemand, anglais, espagnol ou même russe, exige-t-il une technique différente, une conscience différente de ce qui se passe dans la bouche, dans le corps? As-tu une préférence de langue? Vous voyez, la question est longue. Hein. Alors, oui, je suis de celles, je pense, qui interprètent en tous les cas, qui pensent que c'est assez important de différencier les langues pour respecter les spécificités de chacune, autant que possible, évidemment. Je crois que je n'ai jamais chanté en russe. J'ai chanté en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en italien évidemment. Et j'ai trouvé que chaque langue m'amenait une vocalité un peu différente. Alors il y a en plus les rôles, c'est vrai, mais je pense que la langue aussi m'amène une vocalité différente. Et je pense qu'il est bon de les respecter. Souvent on dit ah mais on comprend pas les chanteurs. Je suis souvent d'accord parce que là, on va privilégier, je pense que l'artiste va privilégier une couleur vocale que le texte. Et ça, chez moi, c'est pas possible. Je suis pas d'accord avec ça. Enfin, c'est pas possible, c'est pas vrai, mais je comprends. Mais pour moi, c'est quand même le texte qui est notre vecteur d'intention. Et donc, c'est, je dirais, le plus important. Pour moi, c'est pas la voix le plus important, évidemment, il faut que la voix soit belle, en tous les cas, mais avant tout, il faut qu'elle soit expressive et compréhensible. Donc voilà, moi, c'est en tous les cas comme ça que je le travaille. Et donc, chaque langue, je vais essayer de lui trouver, dans mon moule vocal, en tous les cas, sa place. Et donc, travailler musculairement pour que elle ait la place, en tous les cas, qui me correspond et qui sera le plus juste dans la prononciation. L'opéra est jugé comme élitiste, car cher, difficile à appréhender. Il est très codifié, les applaudissements n'interviennent pas n'importe quand. En vrai, tu en penses quoi? Tout le monde peut-il venir à l'opéra? Je trouve ça dommage effectivement, c'est un art qui est assez codifié, c'est vrai. En même temps, pour avoir été dans différents concerts où le public n'est pas forcément très connaisseur, qu'ils applaudissent pendant, après, avant, c'est pas très très grave en fait. Après, je pense que c'est plutôt à nous, en tous les cas à l'opéra, souvent le metteur en scène doit avoir la conscience, et le chef et l'artiste, le chanteur, doit avoir la conscience si on ne veut pas que le public applaudisse, il faut créer l'attention. Et en général, donc, le public n'applaudira pas. Mais il faut qu'on le construise, ça. Et ça se travaille, ça se répète. Par contre, en concert ou en récital, si le public applaudit entre des pièces, dans ces cas-là, il n'y a rien qui m'empêche de dire, voilà, pour ma concentration ou pour, voilà, de le dire, ça n'a aucune importance. Moi, l'important, c'est que le public, en tous les cas, que notre public soit le plus vaste possible, soit le plus et d'amener le bonheur que l'on a, nous, à l'interpréter, d'amener un maximum de gens à pouvoir, en tous les cas, y adhérer et apprécier. Et je vois quand même beaucoup de jeunes qui aiment l'exercice, qui aiment cet art. Je ne dirais pas, mais donc, après, je pense que c'est de se dire c'est cher. Oui, c'est cher et en même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui se font pour les jeunes. Il y a beaucoup de places à moins de, je sais plus quoi, moi en tous les cas, quand j'étais étudiante, je pouvais aller à l'Opéra de Lyon, il y avait des places assis debout, il y avait quand même plein de choses, il y a plein de choses qui se font pour les jeunes. Donc je pense que ça, c'est un peu quelque chose qu'on répète, comme quoi l'opéra est cher. Oui, pour évidemment, mais ce serait plutôt pour des moins jeunes. Pour les jeunes, je suis désolée, il y a quand même beaucoup d'actions qui se sont faites et qu'il faut encourager, évidemment.
Et après, quand on va au cinéma, c'est quand même aussi très cher. Quand on va à des concerts pop, c'est très cher. Quand on va voir un match de foot, je crois que c'est aussi très cher. Je suis jamais allée. Mais voilà, donc je pense qu'il faut un peu arrêter de dire que c'est... Mais il y a énormément de gens qui travaillent aussi dans ces maisons-là. On est quand même très très nombreux, donc c'est normal que ça ait un prix, en fait. Donc il faut accepter, mais voilà, pour les jeunes, il y a quand même beaucoup d'actions. Après, il y a les abonnements, il y a beaucoup de choses qui sont faites malgré tout pour rendre l'opéra le plus accessible possible. Donc il ne faut pas s'enfermer et arrêter de dire que c'est très cher et élitiste aussi. Il n'y a plus besoin d'être habillé en costume pour venir aux représentations. Même si ça a beaucoup de charme, ça c'est fini quoi. Voilà, ma fille fait des... eh bien écoutez, je vous remercie pour cette huitième salve de questions. On continue encore. Et puis peut-être on aimerait avec Isabelle, on en a parlé, Théode qui fait le site, mais de faire peut-être une petite partie de petits exercices techniques. Voilà, si ça vous dit, si ça vous chante, qu'on fasse aussi quelques petites... voilà, je vous ferai des propositions. Et puis, eh bien, je vous souhaite encore beaucoup de courage. Moi, j'ai eu encore des annulations. C'est parfois, enfin, c'est de plus en plus difficile à encaisser. Mais bon, on tient bon et il faut garder l'espoir et on va continuer. Bon courage. Au revoir.